Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans C'est excellent, l'émission qui crée le lien sur Sud Radio, votre radio préférée, tous les dimanches à 19h. Et merci à tous pour votre fidélité. Ce soir, j'ai le plaisir de vous proposer une émission gourmande de deux modes d'expression créative qui font chacune à leur manière la richesse de l'excellence française, la haute gastronomie et la littérature. Sur Sud Radio, on crée le lien entre ces deux secteurs qui ont tant de points communs, à commencer par le plaisir qu'ils procurent. Elle a été nommée la meilleure chef femme du monde et cette grande chef étoilée enchante nos assiettes avec sa cuisine d'auteur très personnelle, comme elle aime à la raconter elle-même. Vous l'aurez reconnu, c'est bien Hélène Darroze qui vient partager avec nous son savoir-faire et son chemin particulier dans le monde de la cuisine d'excellence française. Elle sera accompagnée en seconde partie d'émission par un journaliste engagé pour la République, un auteur de romans et d'essais dont la plume imagée nous fait visualiser ces mondes en couleurs, un producteur-réalisateur aussi de docu, dont les émissions ont pour certaines marqué l'histoire du paysage audiovisuel français. Et il s'agit de Yves Azerwal qui vient nous parler entre autres de son nouveau roman ce soir. En bulle et manière sur Sud Radio, on partira dans la région de la Beauce, pas très loin de Chartres, à la découverte de producteurs de chips pas comme les autres, les chips Belzia, et leurs inventeurs Clémence Leduc et Mathieu Maison. C'est excellent sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Bonsoir Hélène Darroze. Bonsoir. Bienvenue dans C'est excellent. Merci. Hélène Darroze, vous venez de sortir aux éditions du Cherche Midi un livre de recettes que vous avez nommé Chez moi. Des recettes que vous avez composées avec vos deux filles grâce finalement à la fermeture de vos restaurants suite à la crise Covid. C'est ça ? C'est ça. C'était pendant le premier confinement. Oui. Et comme beaucoup de familles françaises, on a beaucoup cuisiné à la maison. Ouais. J'en ai fait des photos, pour un peu pour alimenter mes réseaux sociaux. Et à la fin, ça donnait ce premier tome, parce qu'en fait, dans quelques jours, on va sortir le deuxième tome. Celui-là, c'est l'automne et l'hiver. D'accord. Et bientôt, d'ici un mois, on aura le printemps et l'été. Oui. Et puis, je pense que ce sera suivi par les desserts. Et puis voilà. Et alors, voilà. Vos filles, elles participent aux recettes, c'est ça ? Alors, mes filles, elles cuisinent avec moi de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, voilà. Mais oui, elles ont cuisiné. Proposition ? Oui, il y a des plats que j'ai faits qui sont pas forcément dans ce livre-là parce qu'ils ont des consonances plutôt asiatiques et des fois des produits un peu difficiles à trouver, donc j'ai pas voulu, mais elles demandent des plats, certains plats. Donc ça vous a permis de vous retrouver aussi avec votre famille et de partager des moments un peu comme nous tous, c'est ça ? Oui, le premier confinement, on l'a quand même passé juste mes filles et moi. On était vraiment en petit comité, mais après. Sur les autres confinements ou sur des moments où on ne pouvait pas voyager comme on l'aurait voulu, c'est vrai qu'on en a beaucoup vu, et la famille et les amis, et c'est vrai que... Donc ça vous permet aussi de faire des tablés, pas plus de 6, bien sûr, mais ça vous Alors a ça dépend, cet été un peu plus, on avait le droit encore, mais oui, bien sûr, ça. Alors vous transmettez à vos enfants votre passion, puis vous la transmettez aussi aux gens qui viennent déguster chez vous. Votre métier, celui de chef, finalement, c'est un métier de partage, de transmission, de plaisir aussi. Je pense que dans tous les métiers on transmet, c'est certain, mais dans notre métier de chef à nous, on transmet et on forme beaucoup dans nos cuisines, parce que travaille beaucoup avec des apprentis d'ailleurs. Voilà, apprentis, commis, puis après on passe demi-chef de partie, et puis chef de Attention, partie, micro, et puis sous-chef, et puis voilà. Donc oui, c'est vraiment un métier de transmission. Vous êtes beaucoup dans votre brigade, par exemple, chez vous, dans votre restaurant Hélène Darroze ? Oui, bien sûr. Oui. Alors là, moi, j'ai 3 restaurants, donc j'essaye de me partager. Je suis surtout entre Londres et Paris. Oui, bien sûr. Donc je ne veux pas vous raconter d'histoire. Quand je suis à Londres, je ne suis pas dans les cuisines à Paris. Qui suit, j'ai des chefs dans tous les restaurants qui, bien sûr... peuvent travailler sans moi et continuer. Ça, c'est sûr. Ça c'est la clé. C'est la clé de mon organisation, parce que sinon c'est impossible. Exactement. Alors dans ce livre, je le rappelle, qui s'appelle Chez moi, qui est sorti aux éditions du Cherche Midi, c'est un livre où vous partagez un petit peu de votre intimité familiale finalement. Puis c'est la première fois que vous faites ça, Hélène Darroze. Est-ce que c'est important de se faire connaître autrement du public ? Oui, bien sûr, surtout en des temps comme aujourd'hui. Par exemple, nous qui faisons de la vente à emporter, c'est sûr qu'il faut se faire
connaître par un autre public et se faire connaître autrement. Donc, et par un public qui n'est pas forcément toujours initié au plaisir de la haute gastronomie, on imagine aussi, non ? Oui, c'est évident que du coup, ça nous permet de toucher en effet plus largement une autre clientèle, un autre public. Et ça fait d'ailleurs très plaisir de le toucher, quoi, parce que c'est vrai qu'instinctivement, il pousserait peut-être pas la porte de nos établissements, mais là, avec des outils plus simples, ça permet vraiment de faire découvrir qui on est, et puis justement peut-être de désacraliser aussi des images qui peuvent nous nuire à la fin. Ouais. Alors Hélène Darroze, vous êtes issue d'une tradition familiale gastronomique, puisque vous êtes la 4e génération de restaurateurs dans votre famille. Exactement. Et ce choix de devenir chef, finalement, est-ce que c'était juste une évidence presque forcée ? Oh non, pas du tout, pas du tout, parce que moi, vous êtes construite avec votre passion ? Comment ça s'est passé ? Oui, comment alors, vous êtes venue ? En fait, moi, j'étais déjà, j'ai passé mon baccalauréat, mais c'était le milieu des années 80, on va dire. Et donc déjà, à cette époque-là, une femme, elle fait pas de la cuisine. Voilà. Et moi, j'avais un frère dans la tête de tout le monde. C'était mon frère, qui est devenu œnologue, c'est ça, votre frère ? Mon frère est œnologue, exactement. Voilà. Et du coup, il vous a laissé la place, en fait. Ça s'est pas fait comme ça. Vous êtes imposé ? Comment ça s'est passé ? Non. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait une grande école de commerce, et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a une passion, et j'ai eu la chance de travailler avec Alain Ducasse, alors pas vraiment dans la cuisine, mais il a tout de suite décelé ma passion pour la cuisine, et c'est lui qui m'a un peu poussée à la vivre. Il y a une place dans ce monde de la cuisine à prendre pour une femme, et vous êtes capable de la prendre. C'est ça qu'il vous a dit. Exactement. À un moment donné, il m'a dit ça. Donc il en faut des grands mentors finalement pour s'imposer. Il faut des gens qui, en effet, à un moment donné, mettent un coup de pied aux fesses. Oui, ça je pense que ça arrive à tout le monde, et là, en tous les cas, c'est bien arrivé. Et est-ce que ça a été compliqué, du coup, en tant que femme, de s'imposer ? Est-ce qu'il faut en faire plus, par exemple, forcer les traits, etc. Alors moi, je suis la très mauvaise cliente pour dire oui à ce message-là. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours travaillé. Après, voilà, il faut travailler. Qu'on soit un homme ou une femme, pour arriver à un certain niveau, il faut travailler. Donc, c'est partout dans tous les métiers pareil, mais dans le nôtre encore plus, quoi. Donc, du coup, voilà, il faut travailler, il faut avoir de la rigueur, il faut mais moi, je n'ai jamais eu de soucis, je n'ai jamais rencontré j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été femme, et je l'ai assumé, et ça ne m'a jamais posé de problème. Voilà. Alors justement, vous êtes la seule femme aussi avec Anne-Sophie Pic à avoir reçu 2 étoiles au guide Michelin, et 3 pour le Connaught en Angleterre, je tiens à le préciser. Est-ce que c'est simplement une histoire au prorata, ou est-ce qu'on pourrait dire que simplement les hommes sont plus nombreux, donc ils ont plus d'étoiles ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est qu'il y a très peu de femmes dans la gastronomie, à notre niveau. Donc, s'il y en avait plus, il y aurait plus d'étoiles. Ou pas ? Moi, je vous dis, je ne peux pas parler de ça. Oui, mais non, je pense... Enfin, je sais pas. Après, il y a des expériences qui témoignent du contraire, peut-être. Mais moi, je n'en ai jamais été témoin, ni je les ai jamais vécues, et je n'ai jamais vu ça dans ma cuisine. Je pense qu'il y a aussi, en tous les cas, il y a du sexisme partout, donc on va pas. Je me doute bien qu'il y a des cuisines où c'est peut-être pas très sympa, mais et c'est pas cautionnable d'ailleurs, bien sûr. Mais après, il y a aussi des choix à faire à un moment donné. Par exemple, celui de ne pas être à la maison tous les soirs, et de ne pas être là pour donner le bain aux enfants, ni raconter la petite histoire. Et ça, c'est un vrai choix à faire, qui peut poser problème. Et ça n'a pas été trop compliqué pour vous de choisir ça, justement ? Alors moi, j'ai été maman assez tard, mais ça doit être une des conséquences du choix de mon investissement, en tout cas, dans mes cuisines. Après, je ne vais pas vous dire, il y a eu des soirs où quand mes filles me disaient « Maman, pourquoi tu restes pas ?» avec la larme à l'œil, c'était bien sûr un peu difficile. Maintenant, j'ai donné autre chose, et je continue à donner autre chose, et j'ai 2 petites filles qui sont super épanouies, super heureuses. Et vous leur transmettez énormément de toute façon. Donc oui, je m'arrange toujours. Je passe quand même beaucoup de temps avec elles. D'autant plus en ce moment. Mais voilà, d'autant plus en ce moment, et puis autrement. Et voilà, je m'arrange aussi pour qu'elles m'accompagnent beaucoup dans mes déplacements professionnels, par exemple. Et elles vivent des choses. Elles viennent beaucoup avec vous en cuisine. Elles peuvent y venir quand elles veulent. Et surtout quand elles étaient petites, elles avaient
le pouvoir. Tous les samedis soirs, par exemple, elles étaient dans un petit bureau en face de mes cuisines, que ce soit à Londres ou à Paris. Elles passaient ce moment-là avec moi et c'est des souvenirs comme ça qu'elles ont qui sont incroyables. Et voilà. Et puis elles ont visité plein de beaux pays, le Mexique, le Japon, en Asie, parce que j'ai toujours essayé de faire concorder des événements professionnels avec les vacances scolaires et de les amener. Donc voilà. Sincèrement, j'ai une de mes filles qui commence à dire si un jour je travaille avec toi ou je fais le même métier que toi, voilà, ça fait 3-4 fois qu'elle le dit. Alors ça veut dire qu'après tout, non, c'est pas ce que je cherche, mais en tous les cas, ça veut dire qu'elles n'en ont pas souffert, parce que si elles en avaient souffert, elles voudraient pas faire ce que je fais. Merci pour ce partage, Hélène Darroze. Vous êtes bien sur Sud Radio, c'est excellent, et on le prouve avec la chef Hélène Darroze, qui sera bientôt rejointe par l'écrivain, journaliste, producteur et réalisateur. On reprend son souffle. Yves Azerwal. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, en compagnie de la chef étoilée Hélène Darroze, qui sera bientôt accompagnée par l'écrivain, journaliste et réalisateur multiple Yves Azerwal. Juste avant de le retrouver, on partira du côté de Chartres à la découverte de producteurs de chips pas comme les autres, Clémence Leduc et Mathieu Maison. Pour les chips, ça, on va y arriver, Belzia. Mais tout de suite, on continue avec Hélène Darroze. Hélène Darroze, vous avez ouvert votre premier restaurant en solo en 1999, c'est bien ça ? Exactement. Et alors, le concept, c'était qu'au rez-de-chaussée, vous aviez des tapas, c'est une espèce de cuisine décontractée, c'est ça ? Et à l'étage, de la haute gastronomie. Donc, on était déjà dans une volonté de partage à des gens qui ne sont pas forcément amenés à découvrir ou à connaître la gastronomie, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on avait une clientèle qui pouvait être différente en bas, en effet, et qui ouvrait des portes, ça c'est certain. Ouais. Et c'était la première fois qu'on mélangeait les genres comme ça dans votre métier ? Je sais pas, je me souviens pas si c'était la première fois. Pourquoi c'était aussi innovant ? Parce que je me souviens qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Parce que justement, il y avait deux offres dans un même esprit de cuisine, de toute façon, mais un peu différentes. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut être un peu insolent et pas avoir peur de la prise de risque finalement pour réussir, pour être excellent, Hélène Darroze, dans votre métier ou dans un autre d'ailleurs ? Je pense qu'il faut surtout faire en accord avec soi-même. Je crois qu'il faut surtout croire en ce qu'on fait et faire des choses qui nous ressemblent. Et l'authenticité, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où on les fait avec un grand cœur et une vraie sincérité, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que ça marche. Voilà. Alors, Hélène Darroze, vous êtes aussi exportée en Angleterre, à l'hôtel Le Connaught, on en parlait tout à l'heure, où vous dirigez tous les secteurs qui sont liés à la restauration. Alors ça, c'était au départ. C'était les 5 premières années. En effet, je dirigeais toute la restauration, ce qui était énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, je ne dirige que le restaurant Hélène Darroze. Hélène Darroze, voilà. Le restaurant gastronomique. Voilà. Et alors, ça vous a donné 3 étoiles en Angleterre et 2 en France. C'est possible, ça ? Comment c'est possible, d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les étoiles au chef directement ? Pourquoi on les donne aux établissements ? Je pense que là, les étoiles, pour le coup, sont données au chef. Et je pense que si je quittais le Connaught, je pense que... Vous l'auriez toujours ? Je ne sais pas si je l'aurais toujours, mais en tous les cas, je ne suis pas sûre qu'elle resterait au Connaught. Je ne pense pas du tout même. Mais non, après ça s'explique. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps au Connaught, moi, parce que le chantier était immense. Et je pense qu'à un certain moment, j'ai peut-être du coup un peu sacrifié Paris. Et puis voilà, et Paris, on a quand même recommencé, on a refait tout l'établissement, on a recommencé à zéro en 2019. Donc il faut maintenant... Donc maintenant, vous êtes plus là que là-bas, quoi. Oh, je pense que c'est à peu près pareil, je dirais. Mais en tous les cas, voilà, on a fermé pendant 1 an. Donc est-ce que le Brexit, ça a changé quelque chose, du coup ? C'est difficile à dire, parce que le Brexit, là, il est tombé en plein pendant la pandémie. Donc... c'est vrai. Donc c'est difficile à dire pour l'instant. Ça change quand même sur les recrutements et sur... c'est vrai que je crois qu'il y a... aujourd'hui, pour venir travailler à Londres, il faut des visas de travail. Donc ça va changer pour nous. Les Français qui font un visa pour aller en Angleterre. Donc ça va changer des choses pour nous quand même, parce que alors, pour les Français qui sont déjà en Angleterre, il n'y a pas de problème, ils peuvent continuer à travailler là-bas. Par contre, pour les nouveaux qui voudraient venir, et c'est vrai que nous, surtout dans l'hôtellerie, la restauration, on a quand même beaucoup quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on travaille, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Je crois qu'au Connaught, il y avait à un moment donné quelque chose comme 80 nationalités. Ah oui.
Ah ouais, c'est international, quoi. Alors, une dernière petite question avant qu'on retrouve notre petite chronique. Je le disais dans l'introduction, vous définissez vous-même votre cuisine comme une cuisine d'auteur très personnelle. Qu'est-ce que c'est la cuisine d'auteur, Hélène Darroze ? C'est une cuisine... moi, ma cuisine, je la définis par ça, et je la définis aussi par le fait que ça, c'est pas nouveau et c'est pas très original. Je la définis par le fait que d'abord, elle va s'inspirer des produits de... Bien sûr, donc ça passe par le bon produit. Ça passe par le bon produit. Ça, il y a pas de secret. Par contre, une cuisine d'auteur, c'est une cuisine qui est très personnelle, qui parle de moi, qui parle de mes émotions, de mon émotivité, qui va chercher un souvenir d'enfance et qui le remet dans l'assiette, un souvenir d'un voyage, d'une rencontre. C'est quelque chose qui... Vous créez des plats à partir d'une rencontre, par exemple ? C'est intéressant, ça. Je pense que quand une rencontre et que qu'elle est nourrie de saveurs, de goûts, de connaissances, d'apprentissage, quoi, plutôt que de connaissances. Oui, je pense qu'on peut arriver. Oui, c'est évident que en discutant, j'en parlais hier ou avant-hier. Je me souviens avoir fait une rencontre à Kyoto dans un restaurant avec un autre chef qui, pour moi, a été importante pour une prise de conscience sur l'essentiel du produit. Les saveurs aussi. Et la simplicité des saveurs, on va dire. Et je pense que de ça... en fait, c'est souvent le produit plus brut. C'est d'une simplicité. Je me souviens d'une asperge juste cuite dans une eau d'asperge. Justement, c'était juste quelque chose d'incroyable. Et je pense que de ça, j'en ai tiré certainement une technique et aussi des idées de plats, c'est certain. Donc finalement, un plat excellent, ça peut être un plat qui est très simple aussi. Je pense que plus c'est simple, plus c'est bon. Je pense. Ah oui ? Sincèrement, oui. Vous avez un autre exemple, par exemple, un exemple de vos plats qui illustre ce propos ? Écoutez, on a fait à Londres là quand on était ouvert là il y a quelques mois, il y a un an à peu près pour la réouverture, on a trouvé une petite crevette qui vient d'Écosse, qui arrive chez nous vivante, pas très grosse comme ça, comme un bouquet si on veut, voilà. Et ce produit-là, on a choisi de le servir cru. Juste de décortiquer, de le servir cru et juste de le laquer par avec une réduction du corps des crevettes. De la crevette elle-même. Voilà. Et c'était d'un goût et d'une simplicité et c'était juste incroyable, quoi. Génial. Voilà. Merci Hélène Darroze. On va partir ensemble à côté de Chartres, dans la région de la Beauce, précisément, à la découverte des chips Belzia avec leurs inventeurs. Sud Radio, c'est excellent, l'art et la manière. Bonsoir Clémence Leduc et Mathieu Maison, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Alors, vous êtes à la tête des chips Belzia que vous avez tous les deux inventés. Qu'est-ce que c'est leur particularité ? Pourquoi elles sont aussi incroyables, ces chips ? Alors en fait, on est sur une ferme familiale et du coup ici on cultive nos pommes de terre autour de notre outil de production et on utilise une technique de cuisson au chaudron, ce qui permet de garder le croustillant de la chips. Elles sont moins grasses, moins épaisses qu'une chips classique et c'est ce qui fait toute leur différence. Et moins salées aussi, si j'ai bien compris. Moins salées, c'est ça. Alors justement, à l'ère de l'industriel, on sait qu'il y a quand même pas mal de procédés indus pour les chips qu'on déguste chez nous, à part les vôtres. Vous réintroduisez ces procédés ancestraux, qui sont la cuisson au chaudron, qui donnent plus de croustillant, comme vous le dites. Est-ce que les savoir-faire du passé ils permettent d'enrichir le présent ? Est-ce que c'est important ? C'était important de vous en servir, justement. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'était vraiment de retrouver le goût comme si on faisait les chips à la maison, quoi. Donc, d'accord. C'est un goût vraiment comparable à ce qu'on pourrait faire chez soi. Oui. Alors, vous avez aussi mis au point une recette originale qui est avec du vinaigre de champagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors en fait, on nous a réclamé pendant longtemps des chips au vinaigre, sauf que pour l'instant, tout ce qui existe sur le marché, c'est avec de l'arôme. Et nous, on se refuse à utiliser tout ce qui est arôme, conservateur, additif. Du coup, on a fait appel à une vinaigrerie. On fait déshydrater leur vinaigre. Et notre déshydrateur nous
nous le renvoie en poudre, mais du coup, c'est vraiment que du vinaigre, pas d'arôme. D'accord. Et nous, on assaisonne derrière nos chips avec cette poudre de vinaigre. Donc, c'est 100% naturel, tout ça, on est bien d'accord. Voilà, c'est 100% naturel, donc on sent un peu moins le goût, enfin, c'est moins prononcé qu'une chips au vinaigre avec de l'arôme, mais on sent quand même le vrai goût du vinaigre et on a plutôt des bons retours là-dessus. Alors justement, ce qui est intéressant dans vos chips, c'est que vous avez un goût brut qui sonne un peu cocorico. C'est l'idée un peu de mettre en valeur ce patrimoine français aussi, hein? Oui, tout à fait. Le but, c'est d'avoir le maximum d'ingrédients. Tous les ingrédients sont français et de mettre vraiment en valeur l'agriculture française avec notamment des ingrédients aussi qui sont AOP, type piment d'Espelette, oignon de Roscoff. Voilà, l'herbe de Provence est vraiment de Provence. Ouais. Et puis là, il y a le vinaigre de Champagne-Ardenne qui est aussi français. On adore l'idée. Hélène Darroze, vous aussi, vous vous servez du passé, on imagine, et de sa transmission dans vos recettes contemporaines. Hein. Finalement, c'est important de s'en inspirer. Moi, dans ma cuisine à Marsan, à Paris, j'ai la grillade au feu de bois de mon grand-père, qu'il avait dû acquérir, je suppose, dans les années 40, un truc comme ça, ou 50, peut-être, je sais pas. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, mais qui, au-delà de ça, donne des parfums à la cuisine assez incroyables. C'est ça. On en revient à l'authenticité dont on parlait tout à l'heure. Exactement, en fait, hein. Exactement. Merci à tous les deux, en tout cas. Je rappelle donc votre marque, hein, c'est les chips Belzia. Vous êtes Clémence Leduc et Mathieu Maison, et on peut retrouver tous vos produits sur votre site internet. Donc on est sur du www.belzia.fr. C'est bien ça ? Exactement. Merci d'être passés par Sud Radio, tous les deux. Prenez soin de vous, hein. Merci, vous aussi. Merci. C'est excellent sur Sud Radio avec Hélène Darroze et l'écrivain et journaliste Yves Azerwal qui arrive dans un instant. On revient les copains, ne bougez pas. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. On est bien ce soir en compagnie de la chef d'excellence, Hélène Darroze, et de l'écrivain, réalisateur et tant d'autres choses, Yves Azerwal. Bonsoir Yves Azerwal, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Alors Yves Azerwal, comme je l'ai dit plusieurs fois pour vous présenter, vous êtes écrivain, journaliste, producteur et réalisateur, spécialisé dans les documentaires, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Et vous avez monté votre propre boîte de production, IA Production. Ça en fait des chapeaux. Oui, il faut beaucoup de choses pour s'occuper, surtout en cette période de pandémie. Donc, il ne faut pas hésiter à explorer pas mal de voix, pas mal d'univers, etc. Ouais. Ça reste quand même dans un monde, l'écran et l'écrit, qui me sont un peu familiers depuis une trentaine d'années. Ouais. Donc, c'est ce qui me passionne depuis toujours. Et c'est pour ça que j'essaye de m'y plaire. Et alors, est-ce que vous pensez, ou comment fait-on pour tout faire bien quand on se démultiplie comme ça ? On arrive à faire les choses précisément à chaque fois ? C'est pas moi qui vais vous dire si c'est bien ou pas. J'espère que les gens qui regardent les documentaires ou qui lisent mes bouquins les apprécient. En revanche, encore une fois, j'irai pas faire de la cuisine parce que c'était pas mon domaine, hein, surtout quand on est aux côtés d'Hélène Darroze. En revanche, le journalisme dans son état le plus global, etc., c'est quand même quelque chose que je maîtrise, donc l'écriture et les documentaires, ça m'est familier. Et est-ce que vous avez un chapeau préféré alors ? Est-ce que vous préférez écrire ? Est-ce que vous préférez réaliser, produire ? Mais même la réalisation, parce que je suis à la fois auteur et réalisateur, donc j'écris aussi mes documentaires. Donc c'est moi j'ai fait des études de lettres, donc c'est vrai que l'écriture c'est mon dada, comme dit l'autre. C'est mon dada et c'est vrai que c'est ma passion et écrire et c'est pour ça que je fais partie de ceux pour qui le confinement est le moins pénible, parce qu'on est habitué en tant qu'auteur à rester enfermé chez soi et à écrire sans personne et tout. Donc finalement, c'est arrangeant. C'est moins pesant que pour d'autres, que pour les restaurateurs, pour les grands chefs, etc. évidemment. Alors, Yves Azerwal, vous êtes très productif, hein, particulièrement quand il s'agit d'écrire. Alors, vous avez écrit beaucoup d'essais, et puis vous avez écrit 2 romans. Vous venez de sortir le premier, qui s'appelle Faubourg Montmartre. Ça, c'est le second. Le second, pardon. Vous venez de sortir le second, oui. Faubourg Montmartre, qui est sorti chez Le Passeur Éditeur, et qui est votre 2e roman en un an chez le même éditeur, puisqu'en 2020, vous aviez écrit Moufti, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Écrire, donc, c'est une facilité pour vous, et l'écriture romancée à laquelle vous venez de vous atteler, finalement, est-ce que c'est le même exercice qu'un essai, ou est-ce que vous y prenez plus de plaisir, par exemple ?
Alors, c'est pas le même. D'abord, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est difficile, mais ça m'a permis, en faisant des essais, de nourrir le roman avec des archives, une enquête, etc. C'est ça. Je crois que les romanciers, la majorité d'entre eux, en tout cas d'après mes connaissances et mes amis qui sont romanciers, c'est libre d'esprit. Ouais. En revanche, moi, je me nourris beaucoup de documentation parce que c'est souvent des romans ou historiques, ou fondés sur librement inspirés d'histoires qui existent. Donc ça m'a permis, via les essais, à justement aller chercher à la source ces histoires-là. Alors justement, ce second roman, Faubourg Montmartre, il retrace, comme le premier d'ailleurs, une histoire inspirée de faits réels, documentée, entachée les deux par la trahison, la violence, etc. Et débutant dans une Europe post-Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous avez tant d'intérêt pour cette période, justement ? Alors c'est une période qui m'intéresse depuis tout le temps. Tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale et juste avant, les raisons pour lesquelles, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'être humain devient, alors pas tous évidemment, mais devient ce qu'il devient. C'est-à-dire, pourquoi on est un salaud ou pourquoi on est un type bien. Voilà, ça m'a toujours... Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup on prenne un chemin ou l'autre, c'est à la fois des rencontres, c'est des silences, ce sont des mauvaises rencontres. C'est des histoires d'humanité, finalement. C'est des histoires d'humanité, tout à fait, tout à fait. Alors justement, dans Moufti, comme dans Faubourg Montmartre, la République française, elle est représentée dans l'un par le journaliste Iriel Azriel et dans l'autre par l'inspecteur Chauvin. Et à chaque fois, le trame de fond, ça reprend l'histoire difficile des Juifs de France. C'est un peu votre sujet préféré, d'ailleurs, Yves Azerwal. Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que vous traitez tout le temps de ce sujet ? D'abord parce que ce sont mes origines. C'est un domaine qui m'est familier. Et puis c'est aussi un monde qui est inépuisable parce qu'il y a, hélas, c'est une histoire faite aussi de tragédies, de drames, de pleurs, mais aussi de beaucoup d'histoires drôles, d'humour. Et concernant Faubourg Montmartre, j'ai voulu raconter l'histoire de cette famille, la famille Zemmour, qui a existé. C'était la mafia, c'était l'empire, le gang du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années milieu des années 50 au milieu des années 80. Pendant 30 ans, un peu moins de 30 ans, ils ont régné sur la mafia, au sommet de la pègre, contre les Corses, contre les mafias de banlieue, etc. C'était 5 frères à l'origine, et ils ont occupé le haut du pavé de la pègre française. Donc ça m'a intéressé parce que c'est une histoire assez rocambolesque. C'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de gang, de policiers, et aussi cette saga familiale, un peu à l'image du Parrain, ou du Grand Pardon aussi. Grand Pardon aussi, etc. Voilà, c'est des histoires, et puis les histoires les polars, les policiers, etc. Ça intéresse beaucoup le grand public. Le roman noir, ça marche bien en général. Tout à fait. Alors entre tous vos moyens d'expression, il y en a deux qui m'interpellent, donc l'écriture et puis le rapport à l'écran, votre travail à la télé. Et là, on se rend compte que vous traitez en particulier aussi des sujets sociétaux. Traiter l'actualité par le documentaire, est-ce que c'est la meilleure manière d'illustrer ces sujets et de les donner à voir, selon vous, justement ? Je pense que c'est intéressant parce que en tant que documentariste, on est à la fois observateur mais aussi acteur. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas comme un reportage de décrire les faits tels qu'ils sont, mais on s'engage aussi. Moi, dans mes documentaires, le dernier sur l'islamo-gauchisme, mais avant sur le rapport entre les artistes et les politiques, le prochain, ça sera sur les intellectuels et la présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on s'implique, quelle est la manière dont, en tant que réalisateur, on s'implique dans ce genre d'actualité et pourquoi on le fait et en quoi ça nous parle et en quoi ça parle de la société aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors Hélène Darroze, vous êtes une habituée de la télévision puisque depuis 2015, vous faites partie du jury Top Chef, c'est ça ? Vous êtes à la saison 12. Oui, c'est ça. Voilà, on finit la saison. La saison 12 est sur les écrans. Voilà, c'est ça. Pour vous aussi, est-ce qu'il s'agissait d'illustrer votre savoir-faire par l'image finalement ? Vous pouvez vous rejoindre là-dessus peut-être un peu. Alors, en tous les cas, je sais, quand on me l'a demandé, je ne sais pas trop de quoi il s'agissait. Il s'agissait surtout de donner,
je pense, un piquant à mon métier et à mon quotidien, voilà, quelque chose de différent en tout cas. Et il s'agissait de transmettre, transmettre. Parce que, enfin, là, je rapporte, j'ai pas eu conscience à ce moment-là que je pouvais aussi transmettre par l'écran. Donc, quand je dis de transmettre, c'était aussi aux candidats et d'être là pour les coacher, les accompagner dans un concours assez difficile. Et voilà, c'était surtout, c'était ça. C'était, quand on m'a approché pour ça, j'ai dit, moi, ça m'embête de venir en tant que juge, de sanctionner. Et on m'a dit, non, on donne un nouveau tournant à l'émission et on voudrait justement que les chefs accompagnent dans la transmission, dans la formation. Alors j'ai dit, alors là, j'y vais. Et alors dans cette idée de transmission et de savoir-faire ou de faire savoir, justement, l'idée, c'est toujours d'en faire profiter au plus grand nombre, comme vous aviez fait avec votre restaurant au départ. Et vous, Yves Azerwal, via vos documentaires, c'est de faire entendre des choses peut-être que les populations n'entendent pas en général. On va commencer par Hélène pour la réponse. Oui, c'est vrai que la télévision ou l'écran en général a quand même cet avantage de toucher un public tellement large. Donc c'est vrai que sur une émission comme Top Chef en tout cas, on touche toutes les générations et on touche toutes les couches sociales. Donc ça c'est assez formidable parce que c'est vrai que du coup ça ouvre. Exactement. Et Yves Azerwal, finalement vous aussi, c'est l'idée de donner à voir au plus grand nombre des sujets parfois totalement méconnus, c'est ça, non ? C'est à la fois ça et mal aussi, connu d'ailleurs. Ou méconnu ou mal connu, mais c'est aussi, il m'est arrivé de faire des émissions très populaires, comme par exemple à l'origine de Secret d'Histoire. C'est vous qui l'avez inventé, tout à fait, c'est ça ? Tout à fait. C'est le fondateur de cette émission, le créateur de cette émission, et c'est aussi essayer de populariser des grands thèmes de société ou des grands thèmes historiques, etc., pour que le plus grand nombre de personnes puissent y avoir accès. Moi, je suis pour une télévision populaire, un peu comme Gérard Philippe avec le théâtre. On va populariser ces choses-là. Comme la cuisine avec Hélène Darroze. Bien évidemment. Et pour pouvoir donner accès, j'aime pas les barrières, j'aime pas les clans, et pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc donner accès au plus grand nombre, c'est transmettre aussi un plaisir pour vous, Hélène Darroze ? J'espère. J'espère que quand on vient chez moi ou quand on nous regarde cuisiner dans un petit écran, j'espère qu'on transmet du plaisir. Oui, j'espère. Et ça enlève aussi les fantasmes qu'on peut avoir sur comment ça se passe en cuisine, ou ça enlève certains fantasmes, d'ailleurs, Yves Azerwal, qu'on peut avoir sur certains pans de l'histoire que vous nous refaites découvrir. Alors, je ne sais pas si ça les enlève ou si au contraire ça les installe. En tous les cas, je pense que quand on regarde Top Chef à la télé, on a certainement envie d'en savoir encore ouvre des vocations, plus. Ça ouvre beaucoup de vocations, ça j'en suis certaine. L'apprentissage revient à la mode d'ailleurs. Et les écoles hôtelières le disent. Mais je pense qu'on a aussi envie de regarder ce qui se passe dans la cuisine. En tous les cas, moi quand j'ai réouvert mon restaurant à Paris, j'ai voulu vraiment une cuisine ouverte. Quand on rentre dans le restaurant, on passe un peu par la cuisine. Et sincèrement, il y a une curiosité à savoir ce qui se passe là, à regarder. Il y a de la surprise, il y a de la... C'est incroyable. Yves Azerwal, vous donnez à voir, vous aussi, en fait. Oui, mais enfin, tous ne deviendront pas des chefs et tous ne deviendront pas historiens. Ou historiens, Mais en revanche, si on peut donner ce goût, cette envie, cette appétence pour ces choses-là, on aura réussi un peu une part de notre... De ce qui était notre vocation et ce qui est devenu notre métier, bien évidemment. Merci à tous les deux. Vous êtes bien sur Sud Radio en compagnie de la chef aux 3 étoiles, Hélène Darroze, et de l'écrivain, réalisateur et journaliste engagé, Yves Azerwal. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Et il nous reste encore 15 bonnes minutes ensemble pour parler d'excellence et de partage. Ce soir pour vous, dans C'est excellent, donc, on crée le lien entre la gastronomie et la littérature avec la chef Hélène Darroze et l'écrivain, mais pas que, Yves Azerwal. Yves Azerwal, dans votre roman Faubourg Montmartre, qui vient de sortir chez Le Passeur éditeur, je le rappelle, vous racontez donc la saga des 5 frères Zemmour, tous mafieux, des criminels qui ont fait parler d'eux pendant les 30 Glorieuses,
Glorieuses, on le disait tout à l'heure, des années 60 à 80. Ils sont aussi ils ont aussi inspiré Alexandre Arcadis, c'est bien eux, non? Tout à fait. Alors, lui, il a focalisé, Alexandre a focalisé sur un des personnages, alors le parrain voilà, qui ne pardonne pas. Voilà. Qui ne pardonne pas. Ouais. Mais lui, mais dans les Zemmour, là, moi, j'aborde vraiment les 5 frères. Bon, il y en a un qui meurt très vite, ça c'est la réalité. Dès 47, c'est ça. Dès 47. Il arrive à Paris pour être mécano, et puis il trouve que c'est fatigant comme métier, donc il devient proxénète. Et c'est pour ça que ces 4 frères montent après de Sétif, d'Algérie à Paris pour le venger. Ouais. C'est l'histoire vraie. Il monte pour le venger. Et voilà, comme le flingage, c'est plus rapide que de faire des études ou de travailler honnêtement, gagner honnêtement sa vie. Donc ils deviennent d'abord des petits délinquants. Ils inventent, alors ça va peut-être intéresser Naous, ils inventent ce qu'on appelle le bidonnage. C'est quoi le bidonnage? C'est qu'ils prenaient des vins de la piquette et ils mettaient des étiquettes de grands crus et ils allaient, alors à l'époque, dans les années 60, il n'y a pas de grand commerce. C'est des francs encore anciens. Au début, on est de nouveaux francs, donc les gens ne comprennent pas. Il y a très peu de téléphones, très peu de voitures, etc. Et donc, ils allaient de village en village en vendant ça aux gens à des prix exorbitants. C'était des grands vins. Voilà, et les gens étaient heureux d'avoir leur table des grands vins. Je crois que ça existe. Je sais qu'il y a un sommelier qui s'est fait attraper. Je crois que c'était pas en France, mais je crois que ça existe encore. Et donc, ça s'appelait le bidonnage, et ils ont commencé leur carrière avec ça, avec les trousseaux, etc. Ouais. Et après, ils se sont lancés dans le proxénétisme. Et après, c'est eux qui ont déboulonné les statuts des Corses. C'est eux qui ont tenu les casinos et les cercles de jeu à Paris. D'accord. Jusqu'aux années 80, parce qu'après, ils ont repris le flambeau, a priori. Tout à fait. Après, les Corses sont revenus, etc. Mais non, c'était vraiment... alors, pourquoi vous les avez choisis, eux? C'est la seule famille juive mafieuse française ou... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des intellectuels. J'ai été séduit par leur parcours, d'abord par cette idée de vengeance, et puis, comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est vrai qu'eux, ils ont une belle histoire. Alors, ils fêtent de drames, de meurtres, ils sont tous morts, ils ont tous été flingués. Mais c'est vrai que... Et puis aussi cette histoire de l'émigré qui veut s'en sortir. Alors, il y avait aussi ça à raconter. Tout à fait. Il fallait aussi raconter cette histoire-là, alors par des moyens condamnables, mais c'était intéressant dans cette France d'après-guerre de voir comment on tentait de s'en sortir par ces moyens-là. Mais c'est un schéma qu'on connaît encore aujourd'hui, finalement. Tout à fait. Donc c'était aussi pour illustrer notre époque. Aussi, ça parle aussi de notre époque. Alors c'est des voyous à l'ancienne, c'est des flics à l'ancienne, mais ça parle aussi de notre époque, de ces délinquants-là, souvent de banlieue, souvent racailles, etc., qui essayent de s'en sortir. Alors je ne prône pas, évidemment, cette délinquance-là, mais comme ils peuvent, avec ces armes-là, et ça reste souvent... c'est terrible, hein. C'est des meurtriers, c'est des assassins. Ils commettent des homicides, des vols, des homicides. C'est vrai qu'on a tendance à romancer l'assassinat dans ces cas-là. Attention, c'est pas des tendres. Ils ont buté, ils ont pas mal de corps, de meurtres sur leur chemin, etc. Il y a un des frères Zemmour qui avait 400 gardes du corps. 400 gardes du corps. C'est comme Fidel Castro, quoi. Il avait une équipe de 400 personnes alors il allait à la fois les recruter. Attention, faut pas qu'il y ait un traître là-dedans. Non, alors il y a un trait dans le roman. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Voilà. Mais ils étaient entourés parce qu'ils étaient menacés et puis eux-mêmes allaient porter le flingue chez la concurrence. Pour découvrir le traître, il faut bien lire Faubourg Montmartre de Yves Azerwal. Ce roman, Yves Azerwal, c'est aussi une manière de parler d'une époque, de la raconter, ces 30 glorieuses qui sont très très loin de nous aujourd'hui. Est-ce que c'est pour enchanter notre présent aussi finalement? Parce que c'était des époques où on avait les choses à profusion, ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Il y avait du travail, il y avait de l'argent, il y avait moins de pauvreté, a priori, etc. Non, c'est vrai que c'est les 30 glorieuses, c'est cette époque-là où on relançait l'économie à la fois française et européenne, après le plan Marshall. Ça a permis de donner jusqu'aux années 75 à la France un renouveau, un nouveau souffle. Et puis c'est aussi l'époque, et j'essaye de raconter aussi cette époque-là, où on construit des autoroutes, où les grandes surfaces apparaissent, où cette France-là découvre aussi le féminisme.
graphisme, la mode, où les femmes commencent à l'époque des Zemmour, la femme devait demander à son époux l'autorisation d'avoir un compte en banque, de faire un chèque. Et il y a tout, parce qu'il y a une héroïne féminine qui raconte justement Catherine qui raconte cette évolution-là par rapport à ces carcans sociétaux qui aujourd'hui sont éloignés. On a explosé, heureusement. Fort heureusement. Comme quoi, aujourd'hui, on n'est pas si mal lotis. Ouais. Alors, c'est pas étonnant que vous alliez chercher ça dans l'histoire, puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous avez créé Secret d'Histoire, qui est l'émission que nous connaissons tous sur France 2. Par exemple, pour Secret d'Histoire, est-ce que votre volonté, c'était de valoriser le patrimoine français ? Alors, moi, je suis allé. Oui, en fait, non, on parlait. Non. Évidemment, c'était essentiellement des héros et héroïnes français, pardon. Mais on allait aussi, on a parlé de Marie Stuart, d'après mes souvenirs. On a évoqué aussi des rois, des reines, mais aussi de grands personnages de l'histoire européenne. Donc c'était pas l'idée de départ. Non, l'idée de départ, c'était de remettre. Alors moi, je suis un enfant de Alain Decaux. Oui. J'ai été bercé par Alain Decaux raconte, c'est une inspiration très claire maintenant que vous le dites, parce que je les connais, les livres d'Alain Decaux. C'était ça, c'était à la fois ses livres, mais aussi comment il racontait son histoire face caméra, seul, sans notes. Et moi, la première et mon plaisir, ça a été une fois d'inviter Alain Decaux à l'une de ces émissions-là, parce qu'il y avait des invités, des historiens qui venaient éclairer le documentaire qu'on faisait, et de voir Alain Decaux, qui a bercé notre jeunesse, ceux de ma génération. Et de la mienne aussi. Et voilà, c'était intéressant d'aborder ces chapitres-là, de cette manière-là. Hélène Darroze, c'est un sujet pour vous aussi, le patrimoine vivant, pour le coup, les producteurs, le patrimoine français, le terroir, etc. C'était très important de le défendre. On ne serait pas des cuisiniers et des bons cuisiniers si on n'avait pas de bons produits et de bons producteurs, quoi. C'est ça qui fait l'exception française, finalement. C'est ça qui fait l'exception française. Voilà, c'est vrai que je peux. Alors même s'il y a de très très gros progrès qui sont faits, je peux facilement comparer avec l'Angleterre, quoi, où on a quand même beaucoup plus de difficultés, notamment trouver le bon produit. Oui, et bon, alors il y a des questions climatiques qui jouent, parce que c'est vrai que beaucoup d'imports là-bas. Ouais, au niveau des fruits et des légumes, voilà. Après, sur tout ce qui est ovin, bovin. Même tout ce qui est volaille, ils ont fait beaucoup de progrès, et même, je dois dire, très surprenant. Et après, sur tout ce qui est pêche, etc., il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et alors, il y a un sujet, pardon, je vous coupe, qui m'a intéressée, parce qu'on m'a dit ça hier. La différence, par exemple, entre un boucher anglais et un boucher français, c'est que le boucher français, il fait de la haute couture. Il est capable de découper un bœuf en 200 parties, alors qu'un boucher anglais ne le fera qu'en 40 parts. Est-ce que c'est vrai ? Ah ouais, certainement. Bon, après, voilà, moi, je travaille. Il y a un savoir-faire, ça, c'est sûr. Qui est inégalé. Oui, ça c'est vrai qu'en France, on a souvent parlé, à un moment donné, on disait que les Espagnols, et puis après, on a dit les pays du Nord, les Scandinaves, etc. Que c'était les cuisines d'aujourd'hui. Voilà, tout le monde est venu s'inspirer en France. Tout le monde est venu apprendre en France. Il faut quand même pas. Ils sont tous passés par ici et ils le reconnaissent tous, quoi. Donc faut pas oublier qu'on est un pays d'exception. Les plus grandes écoles de cuisine, les plus grandes, elles sont ici. Les plus grandes écoles d'agriculture. Donc c'est vrai que voilà, on a un beau pays, on peut en être fier. Et on en inspire beaucoup. On en inspire beaucoup d'autres. Alors, il est temps de passer à la dernière question de cette émission, qui est une question que j'ai volée à notre partenaire Laurent Vimont, qui est le PDG de Century 21, et que j'aime beaucoup poser par rapport aux réponses qu'on reçoit derrière. Hélène Darroze, que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui ? Je pense qu'elle dirait, dis donc, parce que ça, sincèrement, c'était pas prévu comme ça. Ouais. Voilà. Où est-ce que vous non, c'était pas mes rêves. C'était, je sais pas. En tous les cas, je me voyais pas. Non, je me voyais cuisiner, mais plus à un niveau familial qu'à un niveau comme ça professionnel. Mais en tous les cas, ce qu'elle lui dirait, c'est de croire en ses rêves. Ça, c'est clair. Ça, c'est de croire en ses rêves
et de ne surtout pas, voilà, et d'assumer sa féminité. Je pense qu'on parlait tout à l'heure, vous disiez on n'est pas si mal lotis. On n'est pas si mal lotis, certes, mais il y a encore du boulot il y a encore du boulot, mais surtout, voilà, restons femmes et soyons fiers d'être femmes. N'essayons pas d'être autre chose, quoi. Merci. Yva Zerwal, qu'est-ce qu'il dirait l'enfant que vous étiez, de l'adulte que vous êtes devenu? Il dirait... je pense que j'ai toujours voulu être journaliste, donc c'est un aboutissement logique. Je me suis beaucoup battu. Dès tout petit, vous vouliez être journaliste? Tout à fait. J'ai toujours voulu. C'est un métier qui me plaisait, qui m'intéressait. Alors davantage parce que je pensais que le journaliste allait régler les grands problèmes du monde, allait défendre la veuve et l'orphelin. C'était un peu. Vous étiez déjà très engagé. C'était déjà sans doute. C'est peut-être ma culture et à la fois aussi mes racines familiales, etc. Mais ça m'intéressait, de raconter l'actualité, de raconter les faits et aussi d'être un peu ce vengeur comme ça. Ça me plaisait bien. C'est aussi pour ça que vous avez aimé La Famille Zemmour, alors vous aviez envie d'être un vengeur. Les histoires de vengeance, on comprend des trucs. En respectant la loi. Oui, dans le roman, évidemment. Merci à tous les deux. Merci à vous. Joli partage. Merci. C'était excellent. Alors, je vous rappelle à tous que le dernier livre de Hélène Darroze, Chez moi, est sorti aux éditions du Cherche Midi et qu'il est évidemment disponible en librairie. On espère pouvoir vous retrouver à table mi-mai, Hélène Darroze, c'est ça, la réouverture, c'est vers le 14 mai, normalement, des restaurants. À Paris. Ouh là là. Je ne m'avancerai pas voilà. à ça. Alors, en tout cas, on attend avec impatience la réouverture de nos restaurants chéris et surtout le retour de nos restaurateurs. Et puis, chers auditeurs, le dernier roman de Yva Zerwal, Faubourg Montmartre, est sorti chez Le Passeur éditeur. Il était également disponible dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci donc à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci mes chers auditeurs de votre écoute. On sera de retour dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Merci à Maxime Sénard qui réalise cette émission et à Méloane Rock, sans oublier Laura Pierre au web. Et puis évidemment aux équipes de Sud Radio. Cette émission est à réécouter en podcast et en vidéo sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent.